Java Non, bah, 8. bonjour à tous. C'est bon? Vas-y. Ok. J'ajuste en live. Donc moi je vais vous présenter Angular 2. Donc, comme je vais vous présenter Angular en temps, vous dire ce que c'est. Et donc ça va être une présentation, c'est pas hyper sérieux, hein, dans le sens où je suis pas en train de vous montrer un produit industrialisé, etc. C'est une petite expérience. Donc, je me présente, donc, je m'appelle Arnaud Tournier. Moi, je suis développeur depuis une quinzaine d'années, sur Toulouse depuis 5 ans. Et donc voilà, je montais cette entreprise dans laquelle je suis tout seul pour l'instant, LTE Consulting. Il m'arrive de parler à Devox, Jug, etc. Et donc à Angular, au Meetup Angular. Et d'ailleurs, pareil, ça me fait très plaisir, c'est beaucoup d'honneur pour moi. Et voilà, donc je suis architecte, développeur, formateur. Et voilà mes contacts. Et donc je suis full stack. Mais alors moi, pour moi, full stack, ça ne veut pas dire serveur et client, ça veut dire depuis le transistor jusqu'au JavaScript. La stack complète. Donc qu'est-ce que je viens vous présenter? Ça s'appelle Angular to Boot. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une expérience, un laboratoire. En fait, donc c'est un projet qui est mis en open source directement sur GitHub, bien sûr, et qui permet d'utiliser, de faire des programmes Angular 2, mais en Java 8. Donc l'idée c'était de tester ça, puisqu'on a actuellement sur Angular 2, on peut faire du JavaScript, on peut faire du TypeScript, et on peut faire du Dart. Donc pourquoi pas, je me suis dit, du Java, on peut essayer. Du coup, le projet, c'est assez facile à essayer si vous êtes intéressé. Euh, oui, non, d'abord, parce que j'ai un petit doute quand même en venant ici, je voudrais savoir qui fait du Java. Ok. Et qui fait du Java aujourd'hui, quoi, en ce moment? Ah ouais, d'accord. Qui fait du Java, donc côté client peut-être avec GWT? Ouais. Ok. Et bon, bah, voilà, ok. Donc, moi j'avais peur d'être un peu hors sujet. Je me pose la question. Donc, si vous savez faire du Java, du coup, vous connaissez Maven. Donc voilà, il y a un archetype, il est publié sur Maven Central, vous pouvez l'essayer. En gros, ça se passe comme ça, on fait le Maven archetype, donc ça crée un projet coquille vide. Maven clean installe dedans, et puis Java, on lance le jar, c'est un jar autonome. Donc c'est très facile à essayer. On a un mode de développement, disons en live reload. Donc apparemment, donc voilà, il y a la CLI côté Angular 2, voilà, avec Angular to boot. Il n'y a pas besoin de CLI, en fait, on utilise Maven Spring Boot Run pour lancer la partie serveur qui va se rafraîchir en fonction de des fichiers qu'on recode. Et puis pareil pour la partie client, il y a une commande à lancer, donc Maven JWT Run Code Server. Ça vous permet de lancer la partie client en mode développement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous changez le code de vos classes, quand vous rechargez la page, vous avez l'appli qui est à jour. Et puis pour construire le projet en production, on fera un Maven clean install, ça vous fera un fichier WAR à déployer simplement dans n'importe quel serveur avec le profil qu'il a bien. Donc qu'est-ce que j'ai mis dans Angular to boot? Alors, j'ai mis Angular. Bah oui, Angular 2, puisque pour moi, donc Angular 2, ça y est, ils ont trouvé une architecture correcte, moderne, simple et efficace, je trouve. C'est vraiment propre, en fait, je trouve, Angular 2. C'est non invasif et c'est performant, ça on attendait beaucoup au niveau des performances par rapport. Moi je suis issu surtout du monde web, je fais beaucoup d'applis GWT, donc c'est des grosses applis, souvent au moins 100 000 lignes de code. Donc il faut de la performance. Donc j'attendais moi la performance côté Angular et je pense qu'avec Angular 2 on est sur la bonne voie. Qu'est-ce que j'y ai mis d'autre? J'y ai mis GWT version 2.8. Alors bon, c'est là où c'est le côté aussi un peu joué, c'est-à-dire que la 2.8 n'est pas sortie, elle est en RC aussi. Qu'est-ce que va nous apporter? Alors, qui a déjà entendu parler de GWT? Ok, donc il y en a qui ont pas entendu parler. GWT, c'est quoi?
Bah, vous pouvez le voir tout simplement comme non, pas, on va pas dire TypeScript. C'est un compilateur qui va compiler votre code Java et le compiler en JavaScript. Okay. Donc, vous écrivez votre Java et vous lancez la compilation et bah, vous avez des fichiers JS qui exécutent la sémantique du code Java que vous avez écrit. GWT 2.8 est la première version à prendre en charge la version 8 de Java, c'est-à-dire celle qui inclut les expressions lambda. Donc les expressions lambda, ça ressemble ceux qui font du TypeScript ou le ES7, c'est des fat arrows functions. Okay, en gros. Donc ça nous permet, comment dire, d'écrire du code qui va être concis quelque part. On a dans JWT 2.8 une partie qui s'appelle JS Interop qui est uniquement consacrée à faire parler facilement le Java et le JavaScript. Et ça, on va en avoir besoin évidemment pour faire parler notre code Java avec Angular. Angular, je ne l'ai pas reconnu, je vous rassure, donc c'est le Angular JS qu'on utilise. Le Super Dev Mode, donc ça c'est quelque chose qui existe dans JWT depuis quelques années, donc ça permet de faire du live reload. Voilà. Et l'intérêt de GWT, je me rends compte de plus en plus en fait, c'est la taille du JavaScript produit est quand même très petite. C'est-à-dire que depuis que j'explore les technos web autres que GWT, je me rends compte que ouais, on génère beaucoup de JS. Et c'est vrai que pour ça, GWT est très bon. Pour la taille et pour les perfs également. Et puis côté serveur, je voulais un truc simple, donc évidemment je n'ai pas pris Java 2E. Et voilà, je voulais quelque chose rapide à essayer. Donc Spring Boot, c'est un framework qui permet de faire des applications serveur Java standalone, donc facile à déployer. C'est très facile à configurer, vous avez une grosse API, c'est très facile de faire des services REST, plein de choses. Mais bon, j'ai choisi ça par pure, si je dis pas fainéantise, au moins par simplicité, c'est-à-dire que voilà, c'est très facile à configurer. Ceci dit, Angular to boot, ça va être plutôt lié à la partie cliente. Vous pouvez après utiliser d'autres backends, Java ou pas d'ailleurs. Du coup, alors comment ça marche? Tous ces composants mis les uns avec les autres. Donc ça, c'est la vue globale. Alors, j'ai essayé de montrer... Alors, vous connaissez normalement le navigateur en haut à droite. Ça va. Là, c'est mes fichiers sources. C'est mes fichiers Java. Okay. Je vais annoter mes classes Java, mes méthodes avec certaines annotations. Je reviendrai un peu plus en détail sur le slide suivant. Je vais utiliser la compilation GWT pour produire des fichiers JS et le compilateur Java pour produire les fichiers bytecode Java qui sont utilisés côté serveur par Java. Donc évidemment, j'utilise le runtime Angular, donc qui est disponible pour l'appli. Voilà, l'appli va se charger de façon classique, et puis va faire des appels AJAX vers les services web, très classiques. Et voilà, toute cette partie-là, c'est ce qui va nous permettre de faire du live reload. Bon, j'en parle juste après. On va faire un zoom là-dessus. Hop. En fait, je crois que j'ai tout dit finalement. Là, c'est vraiment une configuration hyper simple. Donc, vous avez un serveur Spring Boot qui sait à la fois servir des fichiers et remplir le contrat de web service. Donc ça, c'est très, très standard. Le seul... En fait, il n'y a rien de pas standard là-dedans. C'est-à-dire que les fichiers JS qui sont donc issus de la compilation Java vers JavaScript sont des fichiers JS tout à fait normaux pour le navigateur. Il n'y a pas de plugin Java qui rentre en compte, ce n'est pas des applets. Donc l'application se charge exactement comme une application Angular. Elle va appeler les composants Angular exactement comme une application Angular. Faire le bootstrap, elle fait pareil. L'injection de dépendance, ça fonctionne pareil. Tout fonctionne pareil. C'est juste que, en fait, à gauche de ça, les fichiers sources, c'est du Java.
à propos justement de... Là, je vous ai montré le runtime, comment ça fonctionne, comment dire, une fois compilé. Bah, comment on fait pour compiler. Donc, je reviens un petit peu sur le détail de ça. Donc, j'ai mes fichiers Java, c'est mon code. En fait, mes composants Angular, je vais les écrire en Java. Mes services, je vais les écrire en Java. Euh, tout, je vais écrire en Java. Euh, Par contre, je vais avoir besoin, bon, vous savez, hein, Angular, il a besoin des runtime type information, donc des informations de type au runtime, pour gérer l'arbre des dépendances, l'injection de dépendances, etc. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais annoter mon code Java, je vais utiliser une partie du compilateur Java qui s'appelle JSR 269, bref, qui permet, à partir des annotations qui sont dans le code de Java, générer du code Java supplémentaire. Donc c'est ce code-là qui va porter des informations de type au runtime. Et donc, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, ces fichiers Java ils vont passer dans deux moulinettes. La moulinette classique Java C, et ça c'est pour alimenter le serveur, et la moulinette, on va dire, moins classique, donc le compilateur JWT, bah, qui va me transformer, comme je disais tout à l'heure, des fichiers Java en fichiers JS. Donc c'est aussi simple que ça, c'est pas très compliqué. Et alors là, c'est un petit peu plus Sioux. Euh, donc, bon, si je reviens juste là, sur la picture, sur l'ensemble. Si on regarde que ça et que ça, on peut très bien faire des applications, il n'y a pas de problème. Seulement, on n'a pas le live reload, donc il faut tout recompiler à chaque fois qu'on change le programme, redéployer l'application, etc. Maintenant, la question, c'est comment on fait du live reload. Alors, il y a dans GWT, depuis la version 2.7, un mode de développement très bien nommé qui s'appelle Super Dev Mode, c'est très classe. Donc c'est un module de GWT qui permet de générer à la volée et de façon incrémentale les fichiers JavaScript qui correspondent à vos fichiers Java. Donc au lieu d'être une compilation très optimisée, très longue, intégrale, etc., c'est une compilation qui est plutôt orientée vers être très rapide. Et en vérité, le temps de compilation est fonction non pas de la taille de votre code, mais fonction du nombre de changements que vous avez fait dans votre code depuis la dernière compilation. C'est-à-dire que ça dépend comment vous développez. Si vous faites des rechargements toutes les 10 secondes, ça va être très rapide. Si vous codez pendant 3 heures, ça va être un peu plus long. Mais dans tous les cas, ça reste assez potable. Je sais que, par exemple, sur des projets comme là où on est, c'est donc des centaines de milliers de lignes de code, ça reload en 2 secondes, 3 secondes, même pas. Donc, son rôle, c'est de générer donc, les fichiers JS très rapidement pour pouvoir être réactif au niveau du développement, mais pas seulement. Son rôle, c'est aussi, parce que GWT fonctionne sur les standards web, de générer des fichiers source maps. Donc, qui connaît tout le monde connaît les fichiers source maps? Ouais. Donc, il va générer les fichiers source maps. Et en fait, il sert tous ces fichiers sur un autre port. En fait, c'est pas ce serveur-là qui sert ces fichiers. Ça, c'est un serveur web aussi. Donc, il est sur un port différent, par défaut 9876. Et donc, en fait, la communication dans ce mode-là, avec le navigateur, se fait en JSON-P, puisque sinon vous avez des problèmes de sécurité sur le navigateur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chercher facilement des fichiers JS, tout ça, sur un autre serveur que celui qui a servi la page d'origine. Bref. Donc JSON-P, et en fait, quand on fait démarrer ce mode-là, il va aller envoyer. C'est ça qui est le seul truc qui n'est pas très propre dans ce truc-là. C'est ça, c'est qu'il va modifier un fichier JS qui est là-dedans, qui, lorsque du coup il va être chargé par le navigateur, va dire ok, je suis en mode développement itératif, machin. Ça, c'est le seul truc pas très propre de cette archive. Voilà.
Et maintenant, je voulais vous décrire, parce que je vais vous faire une petite démo, je voulais vous décrire un petit peu les composants les plus intéressants dans ce code. Donc, il y a JS Interop qui permet donc de faire communiquer le langage Java et le langage JavaScript dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à partir de Java, vous allez être capable d'appeler des API JavaScript ou d'appeler des API ou des bibliothèques JavaScript. Et à partir de votre code Java, vous pouvez exporter votre code vers JavaScript. Et donc, on peut imaginer l'inverse, c'est-à-dire qu'une appli est écrite complètement pratiquement complètement en JavaScript et elle va appeler des petits bouts de code de Java. C'est dans les deux sens. Donc, je suis désolé, c'est un petit peu de code Java, mais j'en ai pas mis beaucoup. Rassurez-vous. En fait, l'idée c'est ça. Vous voyez bien tout le monde au fond là? Donc ça c'est du Java. En fait, mon idée c'est, voilà, je suis en train de faire mon appli Java, JDBT, et donc une des premières choses que j'ai envie de faire, c'est faire des appels vers le serveur. Donc il faut que je parle avec l'objet XML HTTP request de la plateforme du navigateur. Et bien pour faire ça, avec JS Interop, donc l'idée c'est de simplement décrire une classe en Java avec les méthodes qu'on a envie d'appeler, les fonctions pardon, qu'on a envie d'appeler sur le JavaScript, et puis on met les annotations. Donc là j'ai fait une classe XML HTTP request, je mets la notation JSType pour dire en fait c'est pas une vraie classe, c'est du JavaScript derrière. Et j'ai mis iterative à true pour dire que là, je considère que j'appelle du JavaScript à partir du Java. Donc j'appelle du code natif. Natif, ça veut dire le code de la plateforme. Donc plateforme, c'est navigateur. Et puis donc je déclare la signature des méthodes que je vais appeler, enfin des fonctions que je vais appeler sur ce XML HTTP request. Et voilà, vous avez des annotations pour préciser que là, il s'agit d'une méthode JavaScript que je vais appeler en Java. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez juste déclaré en fait le contrat qu'il existe entre vous et le XML HTTP request de la plateforme. Bah, vous l'utilisez comme si c'était un objet Java normal. Donc je fais un new XML HTTP request. D'ailleurs, au final, ouais, il y a des points-virgules. Là, on sent que c'est... Enfin, disons, qui écrit encore des points-virgules en JavaScript à la fin des lignes? Ah ouais. J'ai arrêté, ça fait du bien. Donc il y a les points-virgules. Mais sinon, ça commence à ressembler pas mal à du JS, non? Donc là, je fais sauf là, il n'y a pas net. Donc je crée une variable, donc je crée une XML HTTP request que je mets dans ma variable rec. Je dis que je veux ouvrir en get the service JSON et puis je place ma callback pour obtenir les informations, les signaux de changement d'état de ma requête. Donc voilà, c'est très facile en fait pour appeler du JS à partir du Java. Et dans l'autre sens, bah, c'est pas très compliqué non plus. Imaginons que, alors vous allez me voir venir, imaginons que je veuille exposer une des classes Java que je fais au monde JavaScript. Pourquoi je veux faire ça? Quelle est mon idée derrière? Bah, je vais écrire des composants Angular, donc il faut bien que je les donne un moment au JavaScript. Là, on est dans du code Java encore. Je crée ma classe robot, qui modélise donc un robot. Elle a un attribut Wi-Fi on, elle a son constructeur, elle a des méthodes, donc en Java. Et j'ai juste maintenant à placer des annotations pour dire au compilateur JWT, cette classe-là, tu m'optimises pas les noms, tu changes pas les noms, tu vas l'exposer au niveau du JavaScript. Tel quel. En fait, tu vas exposer une fonction robot qui est le constructeur, qui va exposer sur les objets qui sont créés par le constructeur un champ Wi-Fi on et une fonction avance. Donc en fait, alors désolé, j'ai voulu mettre les deux à côté l'un de l'autre, et je sais pas, je suis pas très persévérant peut-être. Donc, vous voyez, hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je vous montre? Je vous montre là, la classe robot, elle est dans le package LTE Consulting.
Elle s'appelle Robot, elle a un champ bifion et donc elle prend un paramètre sur son constructeur. Bah, maintenant que j'ai fait ça, si j'inclus le script qui a été généré par GWT dans ma page, en JavaScript, j'ai le droit d'écrire ça. Vous voyez, il n'y a plus de point virgule. Let robot égale new, et vous voyez que j'accède à mon constructeur par le nom du package de la classe Java plus le nom de ma classe Java. Bon, ça on peut changer, hein, c'est des choses par défaut, avec d'autres annotations on peut encore changer. Je lui file mon instance de data service. Je change le champ et puis j'appelle la fonction avance. Vous voyez, tout marche bien. Les deux mondes, donc, communiquent. J'aime pas dire parfaitement, c'est jamais le cas, mais ils communiquent bien. Donc, Java et Angular vont pouvoir parler ensemble. Deuxième problème intéressant, je trouve, le problème des métadonnées. Donc, comme vous savez, Angular a besoin de métadonnées, donc de données au sujet de vos composants, pour pouvoir organiser sa stratégie d'injection de dépendance, connaître quels sont les inputs-outputs de votre composant, faire le routage, etc., etc. Et comme JavaScript de base ne propose pas de pouvoir ajouter des métadonnées comme ça sur les fonctions, en tout cas, il ne le propose pas de façon simple à écrire. C'est pour ça que avec ES7, on a ce concept de décorateurs qui vont en fait permettre de modifier une fonction, un prototype. Je vais dire au moment de la compilation, pas forcément. En tout cas, ça va permettre de fournir des informations de type à Angular de façon la plus concise possible. Je ne sais pas qui d'entre vous fait du Angular 2 avec JavaScript. Non, finalement non. Donc vous faites tous avec TypeScript ou Dart. Ceci c'est possible, alors pour ceux qui font en JavaScript, vous avez sûrement vu, donc enfin finalement ça fait pas. En tout cas, ils expliquent dans la page Angular, dans les docs, comment on fait pour attaquer Angular 2 en pur JavaScript sans TypeScript. Donc tout ça pourquoi? Pour que vous puissiez écrire du code qui soit lisible et qui ne fasse pas mal aux yeux avec tout un paquet de boilerplate. Donc comment on va faire ça en Java? En Java, donc ça fait longtemps qu'il y a les annotations qui correspondent à peu près à la même chose. Enfin, disons que c'est des choses qui nous permettent de décorer le code et ensuite on va pouvoir exploiter les informations qui sont dans ces annotations. Donc en fait, l'idée c'est qu'on va créer des annotations. Alors, sans surprise, elles auront exactement le même nom que celles que les décorateurs Angular qui correspondent. En fait, on va faire pour chaque décorateur Angular, on va faire une annotation. Et comme je vous disais en intro, donc, ces annotations elles seront exploitées par le compilateur Java dans lequel j'aurais mis un petit plugin Angular to boot qui va générer des fichiers Java supplémentaires qui portent les informations de type pour Angular 2 ensuite. Donc du coup avec ce système-là, on se retrouve avec disons un outil. On n'est pas dans le cas du JavaScript où on doit tout écrire plein de boilerplate à la main, on a juste des annotations à poser, c'est comme en TypeScript ou comme en Dart. Donc avec les annotations, du coup, on génère les runtime type information et il ne nous reste plus qu'ensuite à les fournir à Angular. Et pour ça, alors j'aurais pu choisir de me compliquer la tâche, c'est-à-dire de générer du TypeScript à partir du Java pour ensuite générer pour ensuite utiliser Angular en TypeScript, mais je me suis dit c'est trop compliqué ça, puisqu'en plus je fais de la génération, j'ai juste à écrire le générateur une fois, donc en fait j'utilise l'API JS pour manipuler Angular et pour fournir les annotations. Donc la démo.
J'ai commencé à quelle heure? 5. Ah. La démo, donc alors là, je suis sur celui-là. Je démarre. Ah ouais, alors là, il faut absolument pas que j'oublie de dire que je suis en offline. Donc là, je démarre la partie serveur. Et je vous démarre la partie en mode de développement. Hein. Voilà, façon bordel. Là, je vais démarrer la partie client. Live reload pour le client. Donc j'ai WT, run code serveur. Ah ouais, vous voyez. Voilà. Donc c'est parti. Merde. Ah. Donc on est parti pour télécharger la version GWT du jour parce qu'il y a un snapshot. Je m'étais dit, le seul truc qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est de faire en offline. Je viens de le faire pour Spring Boot. Et là, donc je vous ai dit, je suis sur une version snapshot de GWT, c'est la release candidate. Donc c'est le build de la nuit. Donc ça se trouve, cette nuit, ils m'ont mis un bug bloquant et ça va marcher. Hein? Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un projet, j'ai fait différents commits, et là, je vais vous passer les commits les uns à la suite des autres. Mais j'espère qu'il a fini de télécharger celui-là. Yes. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ouais, je vais vous montrer un peu quand... Alors, je sais, je suis sur Eclipse, et en plus, je suis en thème blanc. Mais je mets pas de point-virgule dans le donc on voit rien là, Eclipse c'est super galère de configurer les polices, j'ai pu faire celui-là. Donc en gros, là je vous montre, quand j'ai fait le Maven Archetype Generate, c'est quoi le projet coquille vide qui m'a créé. Donc il m'a créé une classe application, ça c'est mon point d'entrée dans l'application, c'est le point d'entrée, c'est le premier truc qui est exécuté, et qu'est-ce que je fais? Je fais Angular, Bootstrap, et je lui donne mon composant application. On va aller voir ce que c'est ce composant application. Hop. C'est quoi? Et là, alors, est-ce que je peux trouver une zone moins floue? Ça a l'air d'être moins flou par là. Donc là, en fait, c'est my first component. Donc c'est le composant racine de l'application. Hein, application component. Et, ah oui, je vais vous enlever ça qui sert à rien, mais qui, moi, permet de ne pas avoir à reformater mon code à chaque fois. Donc il va revenir à chaque fois si je fais des git commit git reset. Voilà, ceux qui font Angular 2, tout le monde, vous devez être à peu près. Je ne dois pas avoir à vous expliquer ce code finalement. Donc ce composant il fonctionne, il est rendu sur le sélecteur MyApp et il affiche le titre. Title, donc qui est bindé à mon champ title ici. Et là, j'utilise JSInterop pour présenter mon champ au JavaScript. Donc j'ai mis JSProperty pour dire celui-là, tu l'exposes à Angular. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? J'ai la partie serveur. Voilà. C'est Spring Boot, on démarre le serveur. Et voilà en gros. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Non, alors ça, j'ai rajouté un git ignore, on s'en fout. Alors l'idée, c'est de faire une application avec un web service, un CRUD, quoi. Un CRUD avec des objets. Donc là, je crée mon DTO, c'est-à-dire l'objet que je fais transiter entre le client et le serveur. Donc là, c'est une simple classe Java avec les annotations JSInterop pour pouvoir être vu par JavaScript. Donc il n'a vraiment rien de spécial. Voilà, j'ai un constructeur
qui va être le constructeur utilisé par le JS, j'ai un constructeur que j'ai utilisé côté serveur, et voilà, rien de spécial. Ensuite, le service REST. Donc le service REST, c'est ça. Alors ça, c'est ma base de données. Ça, c'est mon traitement atomique. Et ça, c'est mon service REST. Donc vous voyez, par exemple, j'ai celui-là. Alors là, c'est @request mapping. C'est une notation en Java avec le Spring Boot pour lui dire, bah, quand tu reçois un appel à l'URL heroes, bah, tu renvoies une version JSON de ma collection de heroes. Je ne vous montre pas les autres, mais il y a la méthode add hero, update hero, delete hero. Après ça, côté client, comment on va l'utiliser? Donc, où est-ce que j'ai mis ça? Ah, là. Donc là, je crée un service. Celui-là, il va se faire injecter plus tard par Angular auprès des composants qui en ont besoin. Ok? Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Bah, au moment de la construction, je vais aller chercher avec une promesse. Donc promise, c'est quoi? Bah, c'est une classe Java que j'ai décorée avec JS Interop pour pouvoir attaquer les promesses. Donc je fais une promesse et je la résous avec le résultat de mes objets. Alors là, il y a un petit boilerplate, send request and convert DTO list. Je vous en reparlerai tout à l'heure s'il y a besoin, enfin s'il y a le temps plutôt. Il n'y a plus le temps de toute façon. Voilà, donc en fait l'idée c'est que je vais pouvoir utiliser côté client ce service, ce stub pour faire des requêtes REST. Hop, hero list component, ouais, je vous montre celui-là et puis je vais pratiquement m'arrêter. Donc il devrait se rendre compte que j'ai fait des choses. Ouais. Donc pareil. C'est très simple, ça ressemble beaucoup à du Angular. J'ai mon sélecteur, mon template URL, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mis quelque part mon hero list component. Voilà. Après, c'est le même que celui du tutoriel Angular. Donc, rien d'incroyable. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, ici je me fais injecter mon hero service. J'ai rien d'autre à faire que ça, en fait, parce que du coup, moi, mon générateur, celui qui exploite les annotations, il va regarder cette classe, il fait ah ouh, elle a un paramètre hero service. Ok, je rajoute les informations qu'il faut pour Angular pour lui faire l'injection de ce service. Hop, et bah, par exemple, onSelect, vous voyez ici, c'est une méthode que j'ai décorée avec JS Method et qui fait que, bah, je sais plus c'est où. Voilà, là j'ai mon ngFor. J'ai mon ngFor et donc quand je clique sur un des héros, ça va m'appeler la méthode onSelect. Du coup, je vais affecter mon selected hero et comme par hasard, il est bindé quelque part par là. Voilà, if selected hero, et il est où là? Voilà. Ng if selected hero, donc s'il y en a un, je l'affiche. Ensuite, correction. Ah, ouais. Ah oui, j'avais prévu de vous montrer un bug et de le corriger, mais on n'a pas le temps. Hop, allez, je passe tout. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Hero form component, je ne vous le montre pas, hein, c'est le formulaire d'édition du composant, et du coup il se retrouve maintenant dans hero list component, normalement voilà, je mets là le formulaire d'édition. Et donc il a un input, ah oui, il faut que je vous montre pour ça. Hero form component, ici. J'ai un champ là dans mon composant formulaire, c'est mon modèle, et en fait je dis que c'est un input de mon composant, et du coup ça devient un input de mon composant, et Angular va savoir faire le binding sur la vue du composant par an.
Et du coup, je voulais vous montrer qu'on pouvait utiliser aussi les lifecycle hooks. Donc vous avez dû vous dire, oh, c'est pas propre, il appelle le service REST dans son constructeur. C'est vrai. Donc, en fait, vous avez la possibilité de dire ma classe implémente onInit. Du coup, vous êtes obligé d'implémenter ng-onInit. Et c'est là que je vais aller choper la promesse de mon service. Et puis, quand j'aurai le résultat, j'affecte mon champ heroes avec ce résultat. Et normalement, sous vos yeux ébahis, je ne sais plus à quelle URL il est. Ça va être 80. Hop. Ah bon, je ne vais pas quitter la presse. Hop. Donc j'ai pas fait encore Angular Universal. Peut-être ça marche pas. Top, t'as vu ça? Et là, justement, le debug dans le code Java, il se reflète bien au niveau du navigateur. Genre, si tu Ouais, mets... carrément. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il a? Donc là, si tu mets un point d'arrêt dans le code JS qui est généré dans le navigateur, il est capable de remonter Il remonte au dans, code Java. dans le code Java. D'ailleurs, je voulais vous faire la démo, j'ai pas fait. Ce que je voulais vous montrer, c'était mélanger un composant TypeScript, un composant écrit en TypeScript avec un composant Java, et vous montrer que dans le Chrome Debug Tools, on passait des fois dans le Java, des fois dans le TypeScript, grâce aux ressources là. Ah, ça m'embête si ça marche pas. En fait, dans les sources du browser, ce que tu vois, c'est le code Java. Ouais. C'est ça? D'accord. Mais c'est ça que je voulais vous montrer. Ok, là on est bon. Ah. Donc là il compile l'appli. Comme c'est la première fois, c'est très long. Your application is working. Alors attendez, je fais un petit coup de zoom. Donc là c'est juste la petite appli pourrie qu'on a fait de composants. Donc si je clique un héros, j'ai bien ça marche. Le binding Angular il marche, tout ça. Donc je vais réduire un peu. Je peux effacer des héros en appelant mes services web. Alors je crois qu'il y a des gens qui sont douteux de ma bonne foi. Donc je vais faire un new hero. Ah, ça va quand même, ouais, paquet reste. Add hero. Et si je l'efface, hop, ça truc. Donc ça veut dire que si je le change, donc c'est quoi, barbare, non, barbare, on va l'appeler Babar en fait. On va faire save. Ah oui, il est pas content. Il a quand même envoyé la requête. Ouais, mais c'est bugué, hein. C'est une appli un peu rapide. Et donc si je fais F5, oh, oh. D'habitude ça marche bien. C'est le nightly build. Sur mon poste ça marche. Ouais, je vais pas vous embêter plus. C'est chiant. Je relance c'est bon. Donc ce qu'on peut voir, c'est je fais une modif dans le code. Bon, à la fois ça prouve rien puisque je viens de le redémarrer. Faites-moi confiance, quand ça marche, ça marche. Et par contre, ce que je peux vous montrer, c'est le code Java dans le navigateur. Ouais.
Franchement, je sais pas, là je sais pas, il me fait ça. Fallait pas mettre à jour GWT. Ouais, non mais il fallait, ouais je sais. Alors, là je sais jamais où est-ce qu'on le retrouve. Non, c'est pas là. Ah, voilà. Ah, donc c'est le fameux serveur qui sert de... Ouais, C'est ça. c'est le serveur de code. Et donc, par exemple, mon application component. Je vois le fichier Java qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, ah non, ça c'est application component. Moi, je voulais HeroList en fait. HeroList component. Et je vais mettre un breakpoint là où on sélectionne un héros. Et paf! Voilà. Donc, c'est à peu près ça que je vais vous montrer. Quelle utilisation de ce truc, je sais pas encore. Mais donc des applis 100% Java. Et en fait, petit ou gros, je me dis, parce que finalement, moi, mon argument, c'est de dire, ouais, Java, c'est bien pour les grosses applis. Mais en fait, ce truc-là, donc quand ça marche bien, c'est hyper rapide et en fait, c'est hyper agréable à développer avec. Par exemple, il n'y a pas l'effet de bootstrapper l'application Angular. Tout est déjà, du coup, dans un package, quoi. C'est pas mal. L'idée, je me dis aussi, ce qu'on peut vouloir faire, peut-être si on est sur un back-end Java et qu'on travaille en JavaScript, on peut vouloir peut-être écrire la partie service en Java et parler au serveur Java. Moi, qu'est-ce que j'ai rencontré comme problème? J'étais obligé de forker Angular, hélas. À cause des instances of, en fait, quand on est en mode de développement, là, comme je vous ai montré, les JavaScript, vous avez vu, ils viennent d'autre part. Ils viennent d'un autre serveur. Et quand on charge un JavaScript d'un autre serveur, bah, en fait, instance of, ça marche plus. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur le problème, mais c'est un problème. Et puis j'ai un petit problème sur les JSON, sur les objets JSON, comment on les reconvertit en Java, mais là je n'ai vraiment plus le temps de vous en parler. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Tout. Donc en gros, celui-là était prêt pour RC1, hein, il est sur RC1. Il faut mettre à jour le routeur et puis il faudrait générer les définitions TypeScript de ce qu'on a écrit en Java, comme ça on peut les utiliser facilement côté de TypeScript. Et donc, conclusion, je trouve que c'est assez agréable. Ça redonne une nouvelle jeunesse à JWT qui est quand même assez alourdie. Et parce que là, on n'utilise que le cœur, il n'y a plus les widgets, il y a vraiment juste le cœur du truc. Je pense que c'est une bonne idée de jeter quelques conventions Java par la fenêtre, genre getter, setter, les conventions nommage parfois. Bon, là, c'est mon côté un peu pyromane peut-être. Et donc, si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à me demander une prestation de service. Qui a des questions? Ouais, non, on fera ça après. Et merci. Et là, ça dit le début. Ouais.